Il n'y avait aucun départ d'épidémie. Il ne se passe rien à Wuhan. Il ne se passe rien nulle part. Nous sommes protégés. C'est ce que disait le ministre de la Santé, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Vous vous rappelez, c'était pas si longtemps que ça. 1 an et demi, que le temps passe. Et depuis, eh bien, il y a un passé qui ne passe pas. On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut. J'ai tout bien étalé la grille. Non, Sabine Paturel. Agnès Buzyn n'a pas démonté le bahut. Elle n'a pas renversé le chocolat. Non. Simplement, Agnès Buzyn, écoutez, comme tout le monde, elle a ses émotions. Et quand on est ministre de la Santé et que nous arrive un Covid au goût étrange venu d'ailleurs, c'est pas facile, il faut le dire. Alors, je rappelle très rapidement les choses quand même. C'est que, le 16 février 2020, Agnès Buzyn démissionne du ministère de la Santé, démissionne à l'insu de son plein gré pour se lancer dans la campagne des municipales avec les résultats que l'on sait. Donc, et le 17 mars, après le premier tour, 17 mars donc 2020, après le premier tour des municipales, où elle n'était pas en position de force, elle donne une interview à Ariane Chemin au Monde. Une interview qui fait sensation, il faut le dire, où elle dit, écoutez, depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade, en parlant des élections municipales. J'ai vécu cette campagne de manière dissociée. Et oui, la schizophrénie, c'est un peu dur, surtout quand elle est imposée. Et surtout, quand elle disait, depuis le début, je ne pensais qu'à une chose, au coronavirus. Mais voici ce qu'elle disait quand elle reparlait de cette époque. Écoutez. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours s'il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou plus de pays, notamment de pays de l'Union européenne. Il n'y avait aucun départ d'épidémie quand je suis partie. Et donc, je ne savais pas si elle arriverait, quand elle arriverait, quelle serait son ampleur, quelle serait sa gravité. Ensuite, tous les aéroports internationaux sur le sol français ont des affiches qui donnent la conduite à tenir pour les voyageurs, parce que nous savons que certains voyageurs peuvent avoir fait un séjour en Chine, puis dans un autre pays du monde. Agnès Buzyn, c'est vrai, et c'était formidable. Vous vous rappelez de cette période bénie? Les aéroports avaient des affiches. Et quand le coronavirus voyait ces affiches, évidemment, il reculait. Il entendait, ces affiches sont interdites. La France est interdite au coronavirus. C'était l'époque bénie, rappelez-vous. C'était comme le nuage de Tchernobyl, qui évidemment n'avait pas franchi les frontières françaises et avait contourné. On ne touche pas à notre sacré et saint pays. Alors, c'est quand même un peu bizarre tout ça. Wuhan, c'est circonscrit, tout va bien, etc. Et en même temps, elle dit à Ariane Chemin, au Monde, ça allait être un tsunami, je le savais. J'ai prévenu Édouard Philippe, j'ai prévenu les ministères, le ministre de la Santé, j'ai prévenu tout ça, j'ai prévenu moi-même, c'est ça, en tant que ministre, j'étais vraiment mal. Alors, nous avons demandé à quelqu'un qui, lui, et vous savez a été à l'origine d'un certain nombre de plaintes. Bonjour, maître Fabrice Divisio. Bonjour. Bonjour, écoutez, vous êtes avocat spécialiste en droit de la santé. Vous êtes à l'origine de la première plainte contre Agnès Buzyn pour, je cite, abstention volontaire de combattre un sinistre, après son interview au Monde, donc que nous avons cité le 17 mars 2020. Et sa deuxième plainte, votre plainte, Fabrice Divisio, concerne le fait qu'elle ait maintenu les municipales. Et je rappelle que selon même le procureur François Molin, il y a quelques jours, il y a eu 16 000 plaintes de déposées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé selon vous et pourquoi vous avez réagi très vite dès l'interview de Agnès Buzyn? C'est relativement simple. Il faut se replacer en contexte. La France est confinée. Nous sommes dans une espèce de flambée épidémique. Et moi, je suis avocat de soignants, de médecins qui sont en guerre, paraît-il, mais qui sont en guerre sans armes ni munitions. Ils n'ont rien, absolument rien. Ni masque, ni protection, rien. Et là,
bon, ils se disent c'est faux, t'as pas de chance, quoi. Ça arrive, c'est comme ça. Ils prennent, j'ai envie de dire, bon voilà, leur dévouement à bras le corps et ils y vont. Et puis arrive l'interview de Madame Buzyn qui dit ah non mais moi attendez, moi je savais tout, j'ai tout dit. Et c'est les autres en face qui n'ont pas réagi. Et je savais le tsunami qui allait s'abattre sur nous. Il fallait, comme vous l'avez dit André, arrêter cette mascarade. Comment vouliez-vous qu'ils réagissent? Il n'y avait que deux options. Ils m'ont dit, là, ils m'ont contacté en me disant on fait quoi? On arrête et on s'en va, on laisse se débrouiller? On ne peut pas faire ça. Ouais. Il y a nos patients, on ne peut pas faire ça. Bien Ou sûr. alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut on a une volonté de violence. Là. On a un sentiment de violence qui nous anime. Et la justice, c'est la violence légitime. Et donc, on a saisi la justice. Eh bien, précisément, pour que si les déclarations de Mme Buzyn s'avéraient vraies, eh bien, elle est à rendre des comptes et que ainsi s'exerce cette violence, cette insupportable légèreté avec laquelle on a traité cette affaire initialement, eh bien, posait un problème absolument jamais égalé. Un ministre qui va dans les colonnes du Monde pour dire qu'elle savait tout, qu'elle a tout dit, mais qu'on n'a rien fait, on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas. Ouais, et puis surtout que c'est vrai, on se rappelle ces témoignages devant la commission d'enquête où elle dit oui j'étais fatiguée, juste Fabrice Divisio je vous rappelle, elle dit oui écoutez on me reproche d'avoir eu les intuitions qui étaient les bonnes, de l'avoir dit peut-être trop tôt, une semaine avant l'élection, les experts disaient encore que c'était une grippette et que les politiques en faisaient trop, mon intuition n'était pas du tout partagée par les scientifiques et voilà, l'OMS avait annoncé la pandémie mondiale le 11 mars, 4 jours avant les élections. Ce que je veux dire, est-ce que, d'après vous, on verra, là, elle est convoquée devant la Cour de justice de la République, c'est bien ça? Alors oui, elle est reconvoquée. Oui. Puisqu'elle ne s'est pas présentée le 18 juillet, ce qui a fâché un petit peu les magistrats de la Cour. Et alors, vous observez une chose intéressante, c'est que Mme Buzyn, sa convocation a fuité, mais on ne sait pas quand est-ce qu'effectivement M. Philippe et M. Véran seront convoqués ou ont été convoqués quant à eux, ce qui témoigne du fait qu'il a fallu faire appel à la presse pour faciliter la venue de Mme Buzyn et s'assurer qu'elle viendrait, parce que si ça n'avait pas fuité, rien ne dit qu'elle serait venue en fait. Ouais. Et alors justement, ça implique quoi? C'est-à-dire que c'est très très intéressant, parce que ceux qui sont évidemment, qui disent mais non, on ne savait rien, etc., disent aujourd'hui, et j'avais encore un exemple hier dans un débat à la télévision, mais non, mais Agnès Buzyn a fumé la moquette, c'est pas possible, elle raconte n'importe quoi, c'est pas vrai. Est-ce qu'à votre avis, Fabrice Divisio, on essaie un peu d'enterrer la chose ou de dire haro sur le baudet Buzyn d'où vient tout le mal? Il y a les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai une crainte dans cette affaire. Oui. Parce qu'au fond, Mme Buzyn, elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit, mais les scientifiques, finalement, disaient, il ne se passerait rien. Oui. Mais toi, ton boulot, c'est pas d'être scientifique. Ton boulot, c'est d'être politique. Et la politique, c'est la gestion. Et donc, c'est notamment l'application du principe de précaution. Bon. Donc, si elle ne peut pas d'un côté dire, j'ai averti le Premier ministre et le Président, et de l'autre dire, mais je les ai avertis, mais c'était juste pour rire, en fait. Ça ne marche pas. Si elle les a avertis, c'est qu'elle pensait réellement ce qu'elle disait et que donc elle a proposé des mesures. Et pourquoi ces mesures n'ont pas été mises en œuvre? Et c'est le deuxième point. Moi, ce que je crains dans cette affaire, c'est que Mme Buzyn soit le bouc émissaire, finalement. Elle est partie, elle n'est plus là. On voit bien qu'elle est relativement fragile, cette femme. Ça n'est pas un vieux briscard de la politique comme l'est M. Véran ou comme l'est M. Philippe, et qu'on cherche à préserver une candidature Philippe, et de l'autre, on cherche à préserver le soldat Véran, qui est encore au front. Parce qu'une mise en examen d'Olivier Véran, vous imaginez un ministre en pleine crise sanitaire qui viendrait être mis en examen pour sa gestion de la crise, n'aurait plus aucune légitimité. Et donc ma crainte, c'est que Mme Buzyn soit un peu l'idiot utile et soit un peu le bouc émissaire du système. Alors justement, Fabrice Divisio, pour un peu résumer, pour le moment la chose à l'instant T où nous parlons, c'est intéressant, cette crise du Covid, au-delà évidemment des vrais problèmes que ça pose, et on ne doit pas les éliminer. En fait, il y a eu crise sanitaire, crise politique, et maintenant c'est intéressant, le judiciaire s'en mêle, grâce à vous et beaucoup d'autres, et ça devient en fait, et alors on se pose la question, au fond, non pas pour résoudre l'affaire, mais quid et qui aujourd'hui domine? Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est le sanitaire? Ou est-ce que c'est le judiciaire? En tout cas, c'est pas le sanitaire. Ça, on le sait. Bien. Ça fait longtemps qu'on est sorti du champ sanitaire. Bien. Le pass sanitaire, comme son nom l'indique, comme son nom ne l'indique pas, est tout sauf sanitaire. On vient effectivement de manière inégalée restreindre des libertés aux Français pour des considérations qui sont uniquement politiques et politiciennes, pour être dire. Donc aujourd'hui... Oui, on vous dit quand même qu'on veut protéger la santé des Français, qu'il faut... Si vous voulez, oui, bien sûr. Oui, non, attention, ça c'est autre chose.
Le Conseil d'État vous a dit qu'on n'a pas le droit d'imposer un pass sanitaire pour inciter les gens à se vacciner. Bon, quand même. Mais le ministre assume. Bon. Mais si vous voulez, ce qui est clair, c'est que ce qui domine, c'est le politique. Pourquoi ? Parce que tout le monde fait de la politique. Le judiciaire fait de la politique. Le Conseil d'État fait de la politique. La Cour de justice de la République, finalement, fait un peu de politique. Lorsqu'elle choisit de faire fuiter l'audition, comme je vous l'ai dit, de Buzyn et pas de Véran et Philippe, on n'est pas dupes non plus. Et ensuite, effectivement, concrètement, le scientifique fait de la politique. Le problème de cette crise, c'est que tout le monde a fait de la politique et personne n'a fait du sanitaire. Les médecins ont fait de la politique. Les médecins de plateau ont fait de la politique. Les fameux médecins de plateau. On a effectivement aujourd'hui un politique qui lui-même fait de la politique politicienne avec de la chasse aux voix. Mais pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais le couillon de l'histoire, c'est le Français moyen qui lui se retrouve avec une crise sur les bras, avec un gouvernement incapable de la gérer. Incapable. Et donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Ouais. Et alors, est-ce que ça ne donne pas, justement, alors on voit très très bien le problème que ça pose, et au fond, ce qui est intéressant, c'est que droite et gauche, opposition et majorité, patauge et navigue au doigt mouillé. On a vraiment l'impression que le cap, on ne sait plus qui l'a, si jamais il a existé. Mais au fond, la question que je me suis posée, et que beaucoup de gens se posent, c'est toutes ces histoires aujourd'hui où on dit, vous savez, on nous avait annoncé que tout allait bien dans le meilleur des mondes, maintenant il va y avoir une troisième dose, une quatrième dose. On nous annonce, et nous avons réussi ici sur Sud Radio, le problème des enfants. Maintenant, il faut peut-être vacciner les enfants, et surtout le problème psychologique, on a reçu des psychologues, etc., sur le pouvoir du masque. C'est assez terrifiant. Enfin, vous avez des enfants, vous connaissez ça. Il y a quand même un problème qui est posé, et on a l'impression que on ne pense qu'à cette espèce de polémique de basse-cour, alors que ça reste un problème de santé d'abord. Ça reste un problème de santé d'abord, mais comme on est nul, on ne sait pas comment agir. Moi, ça fait 20 ans que je dis, ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans que je dis qu'on n'a pas de politique de santé publique aujourd'hui dans les pays occidentaux, et c'est vrai, on est incapable. Regardez, il y a 3 mois, on vous disait que le vaccin était la baguette magique. Lorsque je disais, moi, sur les plateaux, que c'est faux, et archi faux, m'appuyant sur cela, notamment sur les travaux de professeur Raoult ou d'autres, on nous traitait de quoi à l'époque ? On nous traitait de complotistes, on nous traitait de ce que vous voulez. Finalement, Israël, aujourd'hui, est complètement complètement noyé, malgré une vaccination record. L'Angleterre connaît une vague sans précédent, mais on vous explique effectivement que c'est la faute aux gens qui ne sont pas encore vaccinés. Mais aujourd'hui, on a réussi cet exploit, si vous voulez. Un truc intéressant, absolument intéressant, c'est que c'est de la faute de tout le monde, sauf de la faute du gouvernement. Finalement, l'épidémie a flambé à cause des anti-masques, à cause des anti-confinements, à cause des anti-vax, mais ça n'est jamais de la faute du gouvernement. Si vous remarquez, c'est toujours de la faute des Français. Et bien peut-être que les Français en ont marre, et que c'est pour ça que mon cabinet est à l'origine, en gros, d'une très grosse partie des 2/3 des 14 000 plaintes déposées dans la Cour de justice de la République. Et d'ailleurs, j'ajoute un point à ce sujet, c'est que je suis très étonné et très inquiet sur un point, c'est qu'il n'y a que 14 000 plaintes, au fond. Il devrait y en avoir dans un système où la démocratie est à ce point bafouée et où nous n'avons plus aucune autre liberté que celle de saisir le juge. Nous devrions être à 200, 300, 500, 600, 700 000. Parce que nous ne pouvons plus compter soit que sur nous-mêmes, et c'est l'exercice de la violence, et il ne sera notre question, que soit sur le juge, qui est la violence légitime. Je crois qu'effectivement, il vaudrait mieux éviter la violence. Mais bien sûr. Ce n'est pas la solution, ça n'a jamais été la solution. Mais, oui, mais vous savez, André, mais vous savez, André, il y a quand même un point, c'est que les politiques ne se rendent pas compte de l'état aujourd'hui de tension dans le pays, qui viennent aux manifs pour voir effectivement l'état de désarroi des gens, qui viennent voir aux manifs la situation des Français, de moyens du Français qui perd tout, là en un instant, et à qui on dit si tu veux retrouver la liberté, vaccine-toi. Qu'est-ce que c'est que ce chantage? Les Français sont désemparés. Je crois que nous allons, en tout cas, cette histoire n'est pas du tout finie. Merci Fabrice Divisio. Je vous en prie. On reparlera de tout cela et on suivra tout ça, bien sûr, sur Sud Radio, comme vous le savez. Merci Fabrice Divisio, et vous pouvez évidemment retrouver cette interview sur YouTube. Le coup de gueule est passé, et tout de suite nous allons parler du 11 septembre de ses 20 ans.